Accompagnée des 30 opérateurs économiques belges, la secrétaire d'État au commerce extérieur de Bruxelles veut matérialiser l'appui de son pays au plan national de développement économique et social PNDS. Et cela passe nécessairement par les échanges commerciaux, d'où leur entretien en cette matinée du 27 octobre 2017 avec le chef de l'État burkinabé. Une première mission de cette ampleur qui s'annonce très fructueuse puisque de très nombreux rendez-vous sont organisés déjà toute la journée pour les 30 entreprises qui nous accompagnent. Nous avons eu l'occasion d'en discuter avec son Excellence qui nous a fait part des défis et des opportunités aussi que présente aujourd'hui le Burkina Faso. La crise qui sévit à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de Yeux est en plein dénouement. Le comité ad hoc qui a été mis en place est venu présenter les nouvelles orientations entreprises pour la bonne marche de l'Institut au chef de l'État, Rochma Christian Kaboré, qui s'est personnellement impliqué. Plus grande mission du nouveau directeur qui dispose d'un an pour nous présenter solution de sortie de crise, c'est de clarifier les états financiers, de les clarifier, de les purifier et de les auditer. De nous proposer de nouvelles orientations académiques, organisationnelles et stratégiques. Et, en fin de compte, de nous proposer le profil d'un nouveau directeur général qui prendra la continuité des yeux sur la base d'un plan d'orientation stratégique sur 10 ans, 5 ans, je ne sais pas ce qu'on pourra faire pour que ce nouveau directeur général qui sera recruté vienne implémenter ce qu'il aura avec comme solution de sortie de crise. Le PCA de Deux Yeux a saisi l'occasion pour présenter ses condoléances au peuple burkinabé pour la disparition de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, qui est par ailleurs l'un des membres fondateurs de l'Institut. L'arrondissement numéro 4 de la ville de Ouagadougou est à l'honneur à travers la cérémonie de lancement de la campagne de démoustication et de destruction des gîtes larvaires dans la commune de Ouagadougou. Depuis la fin du mois de septembre 2017, plusieurs localités du pays, dont la ville de Ouagadougou, connaissent une épidémie de dengue qui a souvent causé la mort de quelques patients. Sur 6197 cas suspects pour l'ensemble du pays, 13 ont perdu la vie. Et sur 3803 cas pour la ville de Ouagadougou, 11 ont passé l'arme à gauche. Ouagadougou est donc la plus exposée et la prise de mesures urgentes s'impose, d'où la destruction des gîtes larvaires dans les endroits insalubres de la ville. À cette occasion, une description de la maladie est faite. Il faut rappeler que c'est une maladie transmise à l'homme par la piqûre des moustiques appelée AIDS. Ce moustique est à ne pas confondre avec celui qui transmet le paludisme, car physiquement, il est différent. Sa silhouette est noire et le moustique a des rayures blanches. Sa particularité aussi est qu'il pique le jour, surtout la journée. Ce moustique se reproduit dans les eaux stagnantes contenues dans les récipients et objets non couverts, comme les canaries non couverts, les pneus abandonnés, les boîtes diverses, les briques creuses, les abreuvoirs des moustiques, des animaux, les coupoles de pots de fleurs, les trous des arbres, etc. Pour faire face à cette épidémie, le ministère de la Santé a élaboré un plan de riposte. Donc cette campagne que nous venons de lancer, la campagne donc de démoustication, il s'agit donc de pulvériser dans la commune de Ouagadougou, dans la ville de Ouagadougou, tous les espaces, sources, où on pense qu'il y a prolifération des gîtes larvaires donc, du moustique qui cause la dengue au Burkina Faso. C'est le bon moment pour pouvoir déclencher tout un processus d'action qui vont être déroulés par la suite en faveur de la population. Les acteurs en charge de la question souhaitent que les populations collaborent avec les agents et surtout qu'ils s'approprient des moyens de destruction de gîtes larvaires dans leur environnement.
La Direction générale des impôts DGI a procédé au lancement du plan stratégique 2017-2021. Ce deuxième exercice de planification stratégique de la dite direction lui permettra de consolider les acquis résultant de la mise en œuvre des orientations du premier plan. La DGI ambitionne construire une relation de partenariat gagnant-gagnant durable tout en mettant ses contribuables en confiance. Pour l'atteinte donc de ces objectifs, la DGI a besoin d'un appui financier vis-à-vis du gouvernement et des partenaires. Pour réaliser ce plan, nous avons besoin de 72 milliards de francs CFA. Nous avons besoin de 72 milliards pour faire gagner à l'État plus de 300 milliards. Puisque comme on l'a dit, nous avons par exemple 720 milliards en 2017. À 2021, on pense que si tout est réuni, on devrait faire 1092 milliards. Donc vous voyez que ça fait plus de 300 milliards. Donc 70 milliards pour améliorer de façon significative les performances de la Direction générale des impôts et pour qu'on puisse financer, comme il a été indiqué, c'est-à-dire notre part au niveau du PNDS. L'amélioration du recouvrement des recettes fiscales intérieures constitue la priorité dans un contexte de mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PNDS. Cela exige donc la DGI de contribuer à la mobilisation des ressources propres à hauteur de 43,3%, soit 55,1% des recettes fiscales. Parce que nous avons fixé des ambitions très fortes à la DGI, compte tenu des besoins de mobiliser 64% de ressources domestiques dans le cadre du financement du Plan national de développement économique et social. Il était important que la DGI voit comment se réorganiser. Déjà au niveau institutionnel, les piliers sur lesquels il faut investir, la meilleure organisation du travail, les processus et les procédures à mettre en place. Et vous allez voir justement tout le système de modernisation actuellement. Et nous sommes en train de faire une déclaration en ligne, par exemple, des impôts, les paiements qui vont se faire aussi en ligne. Vous avez la question aussi de la facture normalisée pour lutter contre la fraude. C'est ainsi que le ministre de l'économie a signé le contrat de performance qui est officiellement le référentiel auquel s'oblige à se confronter et mettre en œuvre l'ensemble du personnel de la DGI en vue de l'atteinte des objectifs qui y sont fixés de mobiliser 1092 milliards de francs CFA à l'horizon 2021. Le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu ce jeudi le directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Les échanges ont essentiellement porté sur les stratégies d'élimination de la transmission mère-enfant du VIH-SIDA, d'où le lancement d'un plan d'urgence à cet effet. À sa sortie d'audience, Michel Sidibé fait le point de la rencontre. L'objet de la discussion était bien sûr autour des questions de santé en général de nos populations, et plus particulièrement la lutte contre le sida. Le Burkina a fait énormément de progrès. Nous voyons une baisse des nouvelles infections, une baisse bien sûr de la mortalité, mais particulièrement on pense que le Burkina peut éliminer la transmission de la mère à l'enfant. L'année dernière, on n'a eu que 1000 cas d'enfants nés avec le sida, c'est-à-dire moins de 3 enfants qui sont nés par jour avec le sida, et on voudrait que le président de la République et la première dame s'engagent pour porter cette question si importante, pour qu'on ait une génération nouvelle sans sida au Burkina. Le président a bien sûr clairement mentionné le fait qu'on est dans une situation pas facile au niveau de la sous-région, au niveau sécuritaire, mais son engagement sera présent. Il fera tout ce qu'il pourra pour faire en sorte que cette élimination de la transmission de la mère à l'enfant devienne une réalité. Je voudrais en cet instant solennel, en présence de M. Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, de l'ambassadrice de bonne volonté et de tous les honorables acteurs de la lutte contre le VIH, le SIDA et les IST,
déclarer officiellement lancé le plan d'urgence pour l'accélération de la réponse nationale au VIH et le plan d'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. Je vous remercie. Le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, a procédé ce matin au lancement du plan d'urgence et d'accélération. Le dit plan consiste à l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant du VIH-Sida. Et qui de mieux pour porter à bras le corps cette lutte que son épouse Damsika Kaboré, faite ambassadrice de bonne volonté à l'occasion. Mon devoir est de mettre tout en œuvre pour aider, pour contribuer à l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant du VIH-Sida. Je participe déjà à un certain nombre de programmes visant à favoriser l'accès des femmes et des filles aux services sociaux dans le cadre de la lutte contre la mortalité à l'accouchement. Et déjà à ce niveau-là, il y a quelque chose à faire. Il y a également le fait que je suis déjà présidente d'une fondation, la Fondation Kini, qui, vous le savez, œuvre contre les cancers féminins. Et tout à l'heure, M. Sidibé nous l'a notifié. Les femmes porteuses de cancer du col de l'utérus sont fortement à risque pour les problèmes sur les questions de VIH-Sida. Et donc là également, c'est une lutte que j'ai déjà commencée, que je vais poursuivre. Mais surtout, je pense qu'il est de mon devoir, puisque M. Sidibé a bien voulu m'associer à son leadership, il est de mon devoir également de créer une synergie d'action ici au Burkina entre tous les acteurs de la lutte contre le VIH-Sida. Je crois que c'est là la principale mission qui m'est confiée à travers cette charge que je viens d'accepter. D'ores et déjà, de par le fait que j'ai adhéré à l'organisation des Premières Dames contre le sida, d'ores et déjà, je travaille avec l'Agence nationale d'ONU-SIDA à mettre en place un plan d'action. Et par l'intermédiaire de ce plan d'action, déjà, je pense à un projet de prévention de la transmission mère à l'enfant qui sera mis en œuvre dans le district de Kombisiri. Ce sera un projet pilote avec, bien entendu, l'égide du ministère de la Santé. C'est un projet pilote. Nous allons commencer par là. Et si ça se passe bien, nous allons progressivement étendre cela à l'ensemble de notre territoire. Selon le directeur de l'ONU-SIDA, le Burkina Faso a enregistré d'énormes acquis dans cette lutte. Il n'y a que moins de 3 enfants qui naissent encore avec le VIH au Burkina, a-t-il indiqué. Cependant, des efforts restent encore à faire. Parlons d'un plan d'accélération. Il ne s'agit pas d'aller rechercher les nantis. Il s'agit d'aller chercher les gens qui ne sont pas nécessairement capables d'aller vers nos services. Et c'est pour ça que je trouve que ce plan d'accélération est quelque chose de très important. Le chef de l'État s'engage personnellement, le chef d'État était présent. C'est une démonstration éclatante de son engagement personnel. Et on va aller vers l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant, comme la première dame vient de le mentionner. Il n'y a que moins de 3 enfants qui naissent avec le VIH chaque jour au Burkina. Et je suis persuadé qu'en mettant l'accent seulement sur les grandes villes du Burkina, on peut déjà contrôler de plus de 50% cette transmission-là. Le président du FASO, pour avoir pris part à cette cérémonie de lancement, marque sa présence et son entière détermination à accompagner les acteurs de cette lutte contre la transmission de la mère à l'enfant du VIH-Sida. À l'issue de la cérémonie officielle de lancement du plan d'urgence contre la transmission mère-enfant du VIH-Sida, une conférence de presse a été animée par le directeur de l'ONU-SIDA, par ailleurs parrain de cette activité. Spécialiste de son état, il a saisi l'occasion pour développer son plan d'action. Il y a quelques années de cela, même pas 5-6 ans, on parlait de plus de 400 000 enfants qui naissaient avec le VIH sur notre continent. Lorsque
dans les autres parties du monde, on avait pratiquement une élimination. Donc pour nous, c'était une injustice. Il fallait corriger cette injustice. Et c'est pour cette raison-là qu'on s'est mobilisé avec toutes les agences coparraines, particulièrement avec l'UNICEF et le PEPFAR, pour lancer ce plan global d'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a une réduction à peu près de 60% des infections parmi ces enfants-là, et on doit être à peu près dans 170 000 enfants encore qui naissent avec le sida au niveau global. Donc on peut vraiment aller vers l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. On vient de voir que des pays comme le Botswana, où on pensait que ces pays allaient disparaître pratiquement de la carte de l'Afrique, sont aujourd'hui en mesure de dire qu'ils ont le contrôle complètement de la transmission de la mère à l'enfant. Le Cuba a déjà annoncé, Namibie bientôt. Je peux vous dire que le Swaziland aussi, les derniers résultats que nous avons du Swaziland montrent que lorsqu'il y a une accélération, comme on a eu la chance aujourd'hui de lancer le plan d'accélération, on peut aller beaucoup plus vite parce qu'on met plus de personnes sous traitement. Donc, les données pour la transmission, le traitement en Afrique, c'est vraiment extraordinaire. Je pense que si on a une victoire, on peut dire qu'en Afrique, on a su démontrer qu'on pouvait, mettre les gens sous traitement, ce qui est extraordinaire parce que personne n'y croyait, surtout comme je le disais dans mon discours, les gens étaient très sceptiques. Ils ne pensaient pas que c'était possible, qu'on n'allait pas pouvoir les mettre sous traitement à cause du coût. Mais deuxièmement, on ne pourra pas éviter les problèmes de résistance, ce qui n'est pas le cas. L'adhérence en Afrique est même meilleure que dans la plupart des pays développés. Et je peux vous dire par exemple qu'aujourd'hui, on a plus de 12 millions de personnes sous traitement, ce qui est extraordinaire, mais il faut se dire qu'on n'a pas gagné, parce que globalement, on a à peu près 17 millions de personnes qui attendent le traitement. Tant que toutes ces personnes-là n'auront pas le traitement, il n'y aura pas de repos, en tout cas pour moi. Ça, c'est clair parce que c'est le sens de mon combat. Et maintenant, le traitement, c'est important, comme je l'ai dit, parce que quand vous mettez les gens tous sous traitement, vous avez une réduction de 96% de la transmission. Vous arrivez, lorsque ces personnes prennent le traitement régulièrement, comme le ministre l'a dit, vous pouvez avoir une suppression de l'activité du virus dans le sang. C'est la manière la plus simple. Donc, vous avez peu de chances de transmettre. Aujourd'hui, on lance une grande campagne pour dire que, à la limite, lorsque vous avez une suppression de l'activité du virus, c'est égal à non-transmission. Donc, on est en train de pousser cette campagne parce qu'on estime que c'est très important. 90-90-90, c'est un objectif que j'ai lancé parce qu'il y a quelques années, pour aller aux Nations Unies, j'avais lancé l'idée qu'il fallait avoir 15 millions de personnes sous traitement. Je peux vous dire que même dans mon bureau, les personnes qui sont chargées, les épidémiologistes, les grands chercheurs comme Nicolas, sont venus me voir pour me dire « Sidibé, ça ne marchera jamais, on n'aura jamais 15 millions, tu n'as que 7 millions sous traitement aujourd'hui, même si tu accélères avec tous les modèles qu'on a, on peut mettre au maximum 500 000 nouvelles personnes sous traitement tous les ans, mais on ne peut pas aller plus. C'est impossible, les États ne pourront pas, leurs systèmes ne pourront pas. Et on a atteint les 15 millions de personnes sous traitement 7 mois, je crois que vous vous rappelez, 7 mois avant la date. Et ce qui montre qu'aujourd'hui... Merci. Ce qui montre aujourd'hui que les pays sont capables, lorsqu'ils veulent accélérer, changer leur approche, en tout cas de delivery comment on appelle ça, de provision des services, vers les populations. Donc 90, c'est parti de cette idée-là. J'ai mis les meilleurs chercheurs du monde autour de moi, une équipe d'une trentaine de personnes, pour réfléchir réellement à partir de quel niveau on peut commencer à penser contrôler l'épidémie.
Parce qu'on dit si on met 90% des enfants, on les immunise contre, par exemple, measles, contre la rougeole, on peut pratiquement casser la transmission parce que le réservoir devient tellement petit qu'on casse. Donc je leur ai posé cette question naïve, à quel niveau on peut réellement... Alors, quand ces chercheurs, ces modélistes, en s'appuyant sur la science, ils sont venus à moi en me disant, si on n'atteint pas 90, on ne peut pas commencer à avoir vraiment un déclin de l'épidémie. Donc ça veut dire quoi? Dépister, 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 dépister. C'est tellement important. C'est un programme de prévention, c'est un programme en même temps qui nous lie au traitement. Si on n'a pas 90% des personnes qui sont infectées, dépistées, on ne pourra pas les mettre sous traitement. Donc le dépistage, mais changer la technique du dépistage, parce que pour moi, ce n'était pas seulement des chiffres magiques 90, c'était de dire, tiens, on va négocier maintenant avec les firmes pharmaceutiques, avec les chercheurs, pour connaître de l'innovation, qu'on puisse avoir un test, un autotest. Et on a l'autotest. La France a lancé l'autotest, mais le prix était cher. On s'est battu maintenant pour que les prix de ces autotests puissent vraiment être à la portée de tout le monde. Donc, rendre le dépistage plus convivial. Et puis, vous m'avez entendu, je parlais à mon frère, qu'il faut qu'on arrive à aller au-delà des centres de dépistage spécifiques du sida, parce qu'on doit utiliser les CSP chez vous, on doit intégrer. Et moi, je me rappelle, par exemple, pour donner un exemple concret, en Afrique du Sud, on avait 2 300 000 personnes dépistées chaque année. Mais quand on est passé au dépistage intégré, on a atteint jusqu'à 20 millions de personnes dépistées. Parce que les gens viennent pour savoir s'ils ont la tension, ils veulent savoir s'ils ont le diabète, ils veulent savoir s'ils ne sont pas anémiés. En même temps, on leur dit, bon, vous n'êtes pas positif, faites attention. Ou bien on leur dit, vous êtes positif, mais vous pouvez avoir accès au traitement. Si la femme est positive, on peut tout de suite faire comment dirais-je, un screening pour le col de l'utérus, pour voir tout de suite si un frottis, pour voir si elle ne fait pas un début de cancer, un pré-cancer. Donc il y a tellement d'avantages et ça montre que le sida peut être un point d'entrée pour aller vers l'intégration. Et donc, pour ça c'était le premier. Deuxième, c'est le traitement. Si vous dites que 90% des personnes qu'on trouve positives, il faut qu'on mette toutes ces personnes sous traitement. Et on sait très bien qu'en les mettant tout de suite sous traitement, on réduit le coût en matière de santé publique. C'est extraordinaire parce que toutes les maladies opportunistes vont disparaître parce qu'à partir du moment où l'activité du virus très tôt est brisée, donc vous n'allez pas développer de tuberculose, vous n'allez pas développer toutes ces activités, toutes ces maladies opportunistes qui en définitive vous affaiblissent, qui fait que vous allez probablement perdre votre vie. Donc 90%. Considérant que le Burkina Faso fait face à de nouvelles formes de menaces sécuritaires, considérant que la protection des personnes et des biens est une mission régalienne de l'État, considérant que la sécurité est la condition indispensable au développement, considérant l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, à faire du Burkina Faso un pays de paix et de sécurité. Le Forum national sur la sécurité recommande l'élaboration d'une nouvelle architecture de sécurité dont le pilier sera la politique de sécurité nationale prenant en compte la défense et la sécurité intérieure. L'encadrement des initiatives locales de sécurité, à savoir les citoyens, les Dozo, les Kolowego, les Ruga, etc. La prise en compte des acteurs non étatiques dans le système sécuritaire, les transporteurs et chauffeurs de taxi, les hôteliers, les restaurateurs,
etc. L'intégration systématique des femmes dans l'élaboration des politiques publiques de sécurité. La création d'un centre d'études stratégiques. La création d'un laboratoire scientifique et technique de police judiciaire. La mise en place d'un mécanisme de suivi des recommandations issues du Forum national de sécurité. L'allocation de ressources financières conséquentes au secteur de sécurité. Fait à Ouagadougou le 26 octobre 2017, les participants. Tout comme à l'ouverture, le président du Faso a présidé la clôture du Forum national sur la sécurité, dont les réflexions ont porté sur des thèmes tels que la bonne gouvernance, le contrôle démocratique des forces de défense et de sécurité, la nécessité de la réforme du secteur de la sécurité et d'une politique de sécurité nationale, ou encore la police de proximité et la contribution des acteurs non étatiques. Rochma Christian Kaboré a assuré que ces recommandations ne seront pas mises dans les oubliettes. Le nombre de participants, la qualité des interventions et les débats constructifs ont permis au forum d'atteindre les objectifs attendus, même si certaines questions nécessitent une réflexion plus approfondie que nous ne manquerons pas d'engager pour prendre les décisions qui s'imposent. Force est de reconnaître que les recommandations du Forum posent les principes directeurs d'une vision cohérente du secteur de la défense et de la sécurité autour d'une bonne gouvernance et d'une consolidation du contrôle aussi bien interne que citoyen. Je voudrais vous rassurer que je fais miennes les préoccupations légitimes de notre peuple et des forces de défense et de sécurité exprimées tout au long de ce processus. C'est pourquoi les recommandations du Forum seront transmises au Conseil national de défense et de sécurité placé sous mon autorité en vue de finaliser la politique de sécurité nationale, d'orienter les stratégies sectorielles et de conduire une réforme conforme aux préoccupations exprimées. Audio du ministre de la Sécurité intérieure, président du comité d'organisation, l'essence de ce forum est la prise de conscience de la responsabilité de chaque acteur intervenant dans ce domaine. Vous ne pouvez pas vous présenter dans un forum et puis dire simplement voilà la décision qu'on prend, supprimer tel corps ou fusionner tel corps avec tel autre corps. Bon, c'est des idées qui ont été lancées et certainement les discussions vont se poursuivre, mais personnellement je pense que ce n'est pas l'objectif essentiel donc, du forum là. C'est de voir est-ce que chaque groupe connaît bien son rôle, les limites de son champ d'investigation, d'action, et est-ce que chacun fait ce qu'il doit faire. C'est là toute la question. En rappel, ce forum s'est tenu du 24 au 26 octobre 2017 sous le thème « Garantir la paix et la sécurité pour un développement durable au Burkina Faso, la nécessité d'une réforme du secteur de la sécurité ». Les militants de base de l'Union pour le progrès et le changement UPC ont tenu ce matin une conférence de presse au siège du parti sur le sujet qui défraie l'actualité politique ces derniers temps, à savoir la crise au groupe parlementaire UPC. L'UPC qui a toujours pointé du doigt le MPP d'avoir acheté les 13 députés pour casser le parti et fragiliser l'opposition politique, prend à témoin une vidéo qui aurait circulé sur les réseaux sociaux. Eh bien, la mise en ligne d'une vidéo vient confirmer une fois de plus que le MPP est bel et bien l'instigateur de la transition la plus sotte du monde. Cette vidéo a été reprisée par des médias internationaux comme Net Afrique et France 24. Dans la vidéo, on voit Simo Kompore, président du MPP, tenant une arme de guerre, en l'occurrence une Kalachnikov, et habillé d'un gilet pare-balles,
en train d'échanger avec l'un de nos députés traîtres et la famille de ce dernier. Monsieur Comporé, muni de sa Kalachnikov, regrette de nous avoir pas croisés, nous qui manifestions les mains nues. Nous prenons acte du désir de monsieur à la Kalash de nous croiser et nous mettons en garde le gouvernement contre toute atteinte à la vie d'un citoyen, de l'opposition ou pas, au cours d'une manifestation pacifique. Pour ce faire, les députés traîtres étant élus par les militants, sympathisants et électeurs de notre parti et non par le bureau de la fameuse conférence des présidents, nous décidons ce qui suit. La poursuite de la mobilisation et le maintien de la pression sur les députés traîtres par tous les comités de base et dans les localités du Burkina et à l'étranger, et singulièrement dans les provinces concernées par les trahisons pour arracher les mandats. Le relèvement de leurs fonctions dans les instances du parti, correspondants provinciaux, secrétaires généraux, des sous-sections, des sections et des comités de base. L'interdiction des traîtres aux réunions des instances du parti et à l'accès au siège du parti. Les militants demandent les 13 députés qu'ils qualifient de traîtres leur démission du parti et comptent poursuivre la pression et la mobilisation pour arracher les mandats de ces députés. Rôle et place des médias dans la politique d'adaptation des produits météorologiques et climatiques à la validité et au changement climatique, c'est sous ce thème que s'est ouvert ce lundi un atelier de formation au profit des hommes de médias, privés comme publics. Activité initiée par l'Agence nationale de la météorologie ANAM en collaboration avec le ministère en charge des Transports. La première mission de la météorologie, c'est d'offrir des services permettant de sauver les personnes et les biens. Et au bout de la chaîne, il y a les communicateurs, parce que nous élaborons des produits, mais ces produits doivent être véhiculés auprès de l'utilisateur, c'est-à-dire le public, et les décideurs et les producteurs. Et pour cela, les journalistes sont très importants pour véhiculer ces informations. Et très souvent, lorsque nous donnons ces informations, on se rend compte que les journalistes ne comprennent pas trop notre langage. Alors, le message que nous voulons souvent faire passer, nous sentons des fois qu'il y a des déformations. Alors, voilà pourquoi la tenue de cet atelier qui permettra, ensemble avec les techniciens de la météo, de donner une formation pour qu'il y ait un niveau de compréhension au niveau des médias, afin qu'ils puissent toujours nous accompagner et à véhiculer le message tel que nous le voulons. Selon le directeur général de l'ANAM, les produits météorologiques sont de plusieurs ordres. Vous avez par exemple les bulletins de prévision, vous avez les divers bulletins que nous élaborons à plusieurs échéances. Il y a des bulletins hebdomadaires, il y a des bulletins décadaires, il y a des bulletins mensuels, plusieurs types de bulletins que nous élaborons et que nous voulons que cela parvienne à l'utilisateur. 48 heures durant, les journalistes seront formés sur la terminologie utilisée par les professionnels des prévisions météorologiques afin de donner les meilleures informations à travers des termes précis. Ainsi, le citoyen lambda pourra avoir une meilleure lecture du temps car, il faut le dire, toute activité humaine est soumise au temps, au climat, voire à la météo. En outre, il faut noter que l'Agence nationale de météorologie, à travers plusieurs prestations, envisage se positionner comme une référence dans la sous-région ouest africaine. Des couveuses pour sauver les bébés qui sont nés prématurés, c'est un geste de ces 4 personnes qui, après avoir vécu un cas malheureux, se sont laissés parler leur cœur et ont pris le risque de lancer un SOS sur les réseaux sociaux. Parce que c'était très difficile. On a reçu des coups, on en a reçu des insultes et tout. On a tout reçu. Mais nous nous sommes accordés, nous étions 4. Nous avons fait le vœu d'être ensemble, de se soutenir et d'avancer ensemble, toujours en étant
dans la clarté parce que nous avons fait cette activité-là en voulant qu'on ait le maximum d'argent et qu'on puisse envoyer le maximum de couveuses possible pour les Burkinabés. Donc si c'était à refaire, on n'hésiterait même pas. On sera encore 4. S'il y a d'autres personnes qui voudront s'ajouter à nous, il n'y a aucun problème. Nous sommes ouverts, nous n'avons pas de restrictions, seulement que nous voulons être clairs dans ce que nous faisons et que ce que nous faisons puisse servir à tout le monde. Nous ne sommes pas une association. Nous sommes des simples Burkinabés comme vous qui êtes Burkinabés, qui décidez aujourd'hui, face à une situation d'injustice ou bien totalement déplorable, de réagir en disant qu'est-ce que je peux apporter dans la société. Si vous avez votre route où il y a un trou qui vous fait tomber tous les jours, la première des réflexions, ce n'est pas d'attendre que le maire vienne vienne combler le trou. C'est à vous de prendre d'abord la première pierre, de mettre parce que ça vous concerne. Parce que nous avons récolté près de 5 823 000 francs CFA. Ensuite, nous avons payé les couveuses à environ 5 700 et quelques mille. Il reste 174 000 francs dans le compte. Nous avons même lancé sur les réseaux sociaux la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les 174 000 francs CFA. Et c'est à eux de nous dire qu'est-ce qu'on doit faire avec. S'il y a quelqu'un qui est malade, s'il y a une action prochaine à mener, les gens vont nous donner des suggestions. Et cet argent sera utilisé pour ça. Donc vraiment, c'est vraiment le symbole de voir que des Burkinabés se mettent ensemble, avancent ensemble, mettent la main à la poche pour une seule action. C'est ça qui est le plus fort. Les 4 donateurs n'ont pas manqué d'insister sur leur souhait de voir ces couveuses utilisées gratuitement partout où elles seront affectées. Le conseiller technique du ministre de la Santé qui a réceptionné le matériel, tout en félicitant les donateurs, leur assure également. C'est un don très important. Comme ils l'ont dit eux-mêmes, les couveuses, il n'y en a pas beaucoup. Et le peu que nous avons, souvent, on a des difficultés de maintenance pour que ces couveuses-là puissent tenir le coup. Mais avec ces 5 couveuses qui viennent s'ajouter, nous osons espérer que nos hôpitaux pourront en bénéficier et vont utiliser ces couveuses-là pour en tout cas sauver nos bébés qui sont en détresse. Donc vraiment c'est un geste fort, louable, et nous respectons ces 4 personnes qui ont su en tout cas canaliser leur énergie pour que nous puissions disposer de ces couveuses. Donc au nom du ministre de la Santé, je les remercie et les rassure, puisque de toutes les manières, pour les enfants et les femmes, les soins sont gratuits. Soyez rassurés qu'aucun bébé ne paiera 5 francs pour être dans cette couveuse. Vous pouvez être rassurés de ça. Donc nous vous remercions beaucoup et souhaitons que d'autres personnes puissent emboîter le pas de ces 4 heureux donateurs. Parce que la santé, c'est pour nous tous. Nous devons tous œuvrer la main dans la main pour améliorer la santé de nos populations. Si avec un seul groupe on peut avoir 5 couveuses, à 100 groupes on peut se retrouver avec 500 couveuses et chaque province du Burkina sera dotée au minimum 10 couveuses. Et pour réussir une telle œuvre, il faut avoir ces 2 vertus qui sont nécessaires, c'est-à-dire la volonté et l'intégrité.